Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Connaissance. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Andy de Santé Carnivore, que je vais laisser se présenter pour celles et ceux qui ne se connaissent pas encore. Bonjour Andy. Bonjour Melvin, merci de m'accueillir sur Connaissance. Oui, je suis Andy de Santé Carnivore. J'ai fondé Santé Carnivore il y a quelques mois parce que j'avais moi-même des problèmes de santé que j'ai résolus grâce à une alimentation carnivore. Donc, j'ai fondé Santé Carnivore dans le but d'aider les gens à révolutionner leur santé. Depuis que je suis sur un régime carnivore depuis plus de 2 ans et demi, je suis vraiment devenu un passionné de la chose. Je m'informe à tous les jours sur le sujet et puis je développe aussi du contenu gratuit sur YouTube pour aider les gens et les inciter à prendre leur santé en main. Ok, et bien nous aussi on est très ravis de t'avoir sur la chaîne. L'alimentation carnivore et l'alimentation en général sont des sujets qu'on aborde, puisque la thématique c'est d'aller chercher des choses très variées, mais dans le but d'être acteur de son propre bien-être. Donc ça passe aussi par la santé, qui est quelque chose d'important, très important je pense. Et l'alimentation carnivore est une piste que certains développent et tu es là pour en parler aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous parler des problèmes de santé qui t'ont amené à développer, à rechercher et à mettre en pratique une alimentation carnivore? Oui, bien sûr. Mon problème de santé principal, ce qui m'a amené à un régime carnivore, c'était le syndrome du côlon irritable. Pendant plusieurs années, j'étais continuellement en diarrhée tous les jours, tout le temps. Euh, J'étais heureusement, quand mes symptômes se sont vraiment empirés, il y a une pandémie qui est arrivée, je me suis mis à travailler de la maison, donc j'étais en quelque sorte sauvé temporairement. Je pouvais aller à la toilette aussi souvent que je voulais. Euh, mais c'est ça, j'ai été diagnostiqué avec un syndrome du côlon irritable. Apparemment, mon petit intestin travaille trop vite. Et puis, ben, j'ai été en quelque sorte abandonné par notre système de santé parce que le syndrome du côlon irritable, c'est un terme porte-panier qui veut en quelque sorte dire, ben, il y a quelque chose que tu manges qui cause ça, on ne le sait pas, arrange-toi. Donc, de là, j'ai fait plein d'expérimentations, régime sans gluten, régime sans produits laitiers, sans œufs, sans épices. J'ai augmenté les fibres, augmenté les prébiotiques, probiotiques, faibles en FODMAP. Puis, globalement, peu importe ce que je faisais, je voyais aucune différence sur le résultat. Et puis, je tombais un peu par hasard sur quelqu'un qui parlait du régime carnivore. Mike Modzol, qui était en entrevue à Tom Bilyeu, qui l'avait essayé pendant un mois et qui disait que c'était pas aussi niaiseux qu'il l'avait pensé au début et que pour quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la digestion, que ça valait vraiment le coup de l'essayer. Puis là, moi, j'étais un peu surpris. Là. J'essayais de limiter ma consommation de viande rouge parce que supposément que ça donnait le cancer, puis que ça donnait du cholestérol, etc. J'étais vraiment dans un paradigme populaire à l'époque. Et puis, ben, de là, ça n'a vraiment pas été long. Moi, je suis quelqu'un d'action. Quand j'ai une idée en tête, c'est pas long que je la mets à exécution. Donc, la fin de semaine suivante, j'ai décidé, je commence le régime carnivore lundi ou mardi. Euh, Ça donne que j'étais en visite chez mes parents. Puis, c'était la Saint-Valentin. Donc, mon premier jour carnivore, c'était la Saint-Valentin. Saint-Valentin 2022, dans le fond. Donc j'ai commencé ça là. Puis, au bout d'un mois, je voyais un certain effet sur mon syndrome du côlon irritable. C'est vraiment la première fois que je voyais un effet qui se produisait. Puis au-delà de ça, je me sentais vraiment extraordinairement bien. Ce qui fait que même aujourd'hui, si du jour au lendemain, mon syndrome du côlon irritable est guéri pour une raison quelconque, je ne retournerai pas en arrière, je continuerai avec un régime carnivore. Peut-être que
me permettrait d'être un peu plus relâché, peut-être moins strict, mais je continuerais quand même un régime carnivore avec tout le bagage que j'ai appris et toutes les expérimentations que j'ai faites sur moi-même. Mon niveau de forme, de santé, d'énergie, de clarté mentale est un tout autre spectre comparé à ce que j'avais avant. Et donc, c'est vraiment pour l'ensemble des autres bienfaits que je resterai sans hésiter sur un régime carnivore. OK, merci, très intéressant. Est-ce que rapidement, tu veux bien, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, et qu'à mon avis, ça reste, pour des gens qui connaissent, assez évident, mais pour ceux qui connaissent pas, un régime carnivore, ça veut pas forcément dire grand-chose. Et Oui. il y a des gens, on leur dit carnivore, ils te disent, ils t'invitent chez eux, ils ont fait une blanquette de veau avec du riz et puis, voilà, ils sont contents parce qu'ils te disent: «C'est carnivore». Non. Donc pour toi, de tes recherches et puis de ce que tu mets en place, qu'est-ce que ça signifie être carnivore? Puisqu'il faut savoir que c'est un courant alimentaire et que comme, les végétariens, il y a pas mal de régimes de nuances. On parle notamment, du, Beef, Bacon and Eggs, Lion Diet, voilà. Qu'est-ce que c'est le carnivore de manière générale? Et puis, si tu veux bien nous parler de ce que toi, tu pratiques en l'occurrence, dans ton régime carnivore. Oui, en effet, ben, à la base, pour comprendre le principe de pourquoi on s'enligne sur un régime carnivore, c'est que tout être vivant est programmé pour vivre, pour survivre et procréer. C'est la base de la vie. Donc, un animal, s'il ne veut pas se faire tuer pour se faire manger, il va fuir, se cacher, se défendre. Une plante, elle ne peut pas se déplacer. Donc, elle va adopter d'autres stratégies. Elle va fabriquer des pics, elle va fabriquer de l'écorce, de la cosse, des mauvaises textures, des mauvaises saveurs, mais surtout des toxines. Toutes les plantes au monde contiennent des toxines. Il n'y a pas de plante qui contient pas de toxines. Vous pouvez même le demander à ChatGPT. Est-ce que c'est vrai que toutes les plantes contiennent des toxines? Puis là, il va probablement dire presque. Puis après ça, tu lui demandes, nomme-moi des plantes qui ne contiennent pas de toxines. Puis là, il va dire, bah, je sais pas. Toutes les plantes contiennent des toxines. Puis des toxines, il y en existe énormément. C'est hautement variable. Il y a des toxines qu'on va retrouver dans beaucoup de plantes. Il y a des toxines qui vont être plus spécifiques. Et il y a plein de toxines qu'on connaît probablement pas encore. Donc, c'est comme ça qu'une plante se défend. Et puis, d'une personne à l'autre, on a tous des sensibilités différentes par rapport aux toxines. Notamment, les allergies, c'est une réaction forte à ce qu'on retrouve dans les plantes, mais au niveau individuel, sans nécessairement avoir une allergie, une réaction instantanée, à long terme, ces toxines-là nous abîment. La toxine la plus connue, c'est le gluten, par exemple. Ça, c'est bien connu. C'est une toxine de la famille des lectines qui est elle-même une protéine qui n'est pas bonne pour nous. Donc, ça, c'en est une. C'est la plus connue. Ça a plein d'effets dans notre corps. Et puis, l'idée de faire un régime carnivore, ben, c'est d'éliminer toutes ces toxines-là. C'est un régime par élimination. Donc, on élimine tout ce qui peut entrer en conflit dans notre système, qui peut nous faire réagir en retournant à la base et la viande. Ça, c'est un volet, c'est l'élimination des toxines. L'autre volet, la viande rouge en particulier, ça contient tous les nutriments essentiels qu'on a besoin pour être en santé. Ça les contient dans les bonnes quantités. Ça les contient dans leur forme la plus biodisponible possible, c'est-à-dire la forme que le corps a le plus de facilité à l'absorber et à l'utiliser. Et ça ne contient pas les toxines qu'on retrouve dans les plantes. Donc, on a ces deux volets-là. Augmenter tous les nutriments, éviter d'avoir des carences. Ça, un régime carnivore est bien approprié pour ça. Là, les gens s'imaginent que les vitamines, on retrouve ça dans les plantes. Oui, il y en a. Mais toutes les vitamines qu'on a besoin se retrouvent aussi dans la viande. Et il y a certaines vitamines qu'on retrouve dans la viande
qui sont exclusives au royaume des animaux, qu'on ne retrouve pas dans les plantes. Par exemple, la vitamine B12. Et est-ce que ça pourrait pas exister aussi dans le parallèle? Je me fais l'avocat du diable, c'est important. Est-ce qu'il n'y a pas des vitamines qu'on retrouve dans les plantes qui ne se retrouvent pas dans le règne animal une fois dans nos assiettes? Non, tout est là. Déjà le bœuf contient exactement toutes les vitamines, les minéraux essentiels, les protéines, les gras, tout est déjà là. Il y a des gens qui vont exclusivement manger du bœuf tout le temps et ils s'en sortent très bien. C'est possible d'y aller comme ça. Dans mon cas, un régime carnivore, je l'applique de façon assez stricte, donc je ne consomme que des produits d'origine animale plus du sel. Le sel, ça on en a besoin. Puis les quelques exceptions que je vais faire autour de ça, c'est parce que des fois, je veux expérimenter, je veux connaître un peu plus ma limite, ma tolérance. Donc, j'ai expérimenté pas mal avec le café, j'ai expérimenté un peu avec le thé. Donc, il y a des gens qui vont faire un régime carnivore très strict, il y a des gens qui vont faire un régime carnivore plus relâché, qui vont intégrer café, thé, des fois des épices, des fois des tisanes ou ça, c'est un régime carnivore un peu plus relâché, du poivre, par exemple. Puis il y a des régimes carnivores encore plus stricts, comme le régime de Lyon, que ça consiste à manger exclusivement des animaux ruminants, dont le bœuf. Ça, c'est vrai vraiment, que vraiment strict. c'est assez connu dans le régime carnivore que la viande qui a un aminogramme intéressant, etc., optimal, on va dire, sont principalement des ruminants. Donc, il y en a plusieurs, hein, le veau, le bœuf, l'agneau, le bison, ça dépend d'où on est. Au Canada, vous en avez d'autres. Assez imposant. Oui, c'est sûr que le chevreuil, par exemple, c'en est un. Mais le bœuf est particulièrement intéressant parce qu'il va être généralement plus gras. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les ruminants, avec leurs 4 estomacs, c'est vraiment une machine à fermenter. Ça vient fermenter profondément, Les fibres. complètement toutes les fibres, tous les végétaux qu'ils vont consommer. Ça vient détoxifier, ça vient transformer ça en viande de grande qualité. Donc, même si on prend un bœuf et qu'on va le nourrir mal avec une alimentation qui est pas naturelle, il va s'en sortir beaucoup mieux qu'un poulet ou qu'un porc qu'on va nourrir mal également. Et puis, bien nourrir un bœuf, surtout à un endroit comme au Québec, c'est plus simple qu'un poulet ou un porc. Parce qu'un bœuf, si vraiment on veut le nourrir bien, son alimentation de base, c'est de l'herbe. Fait qu'on le met dans un champ avec de l'herbe, c'est ça qu'il mange. Puis l'hiver, ben, on peut remplacer l'herbe fraîche par du foin. Avec un poulet ou un porc, ben, poulet, c'est censé manger un peu de tout. C'est censé manger beaucoup d'insectes en particulier. Donc, le mettre dans un champ l'hiver, eh bien, il n'en trouvera pas, du moins pas autant des insectes au Québec. Donc, c'est moins simple de faire un poulet de pâturage qui va être vraiment bien nourri. Donc le bœuf s'en sort vraiment bien pour ça. Les nutriments sont vraiment proches de ce qu'on a vraiment besoin pour être optimal. Donc, ça explique pourquoi, en général, les gens carnivores vont privilégier le bœuf comme l'aliment de base et vont compléter autour de ça un peu plus pour la variété, pour le plaisir. Je pense que c'est ça. Je m'étends beaucoup, là, j'ai sorti un peu du sujet. Mais... Non, c'est très intéressant. Et peut-être qu'on pourrait recentrer, donc tu as dit que tu as expérimenté. C'est intéressant parce que la démarche carnivore, elle n'est pas venue tout de suite chez toi. Tu as dit que tu avais fait des essais, régime sans œufs, régime sans laitage, régime sans gluten. Donc il y a une forme de recherche progressive en fait pour aller tendre vers l'alimentation qui te correspondrait. Je pense que ça c'est important. L'alimentation, c'est vraiment de dire, il y a des traits généraux qu'on peut appliquer à une grande partie des gens. Maintenant, il faut se rendre compte que selon d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, on a des besoins, des capacités de gérer notre alimentation qui sont différentes. Et c'est pour ça que ça s'explique bien. Il y a des gens, on trouve dans tous les régimes du monde
finalement des porte-étendards qui ont leur expérience très positive à raconter, des gens qui, moi j'ai commencé le régime cétogène et ça a changé ma vie. J'ai des gens qui vont te dire, moi je suis végétarien. Qui dit végétarien dit fatalement beaucoup de glucides, beaucoup de choses très difficiles à digérer comme les haricots, les légumineuses. En Europe, ça nous rend généralement malade, c'est pas voilà, mais si on vient d'Amérique du Sud, on a plus de capacité à le tolérer. Donc voilà, il y a cette recherche progressive qui est vraiment une étape que tout le monde doit faire un peu, de trouver ce qui nous correspond, qui t'amène jusqu'à l'option carnivore où là, enfin, tu as les premiers effets positifs ressentis avec une diète sur ton syndrome du côlon irritable. Est-ce que, du coup, tu as expérimenté ensuite dans le régime les cafés, les thés, un petit peu d'épices, pas d'épices? À aujourd'hui, est-ce que tu peux décrire une journée alimentaire classique pour toi, mardi, avec le travail? Comment ça se passe? Mardi, ça va dépendre un peu de si je m'entraîne ou pas. Probablement que je vais m'entraîner demain. Donc, fort probablement que c'est très rare que je déjeune. Ça arrive de temps en temps, mais ça va être plutôt, je suis en congé avec ma famille et je veux profiter du moment. Mais généralement, un mardi, une journée de travail, je déjeune pas. Je vais m'entraîner vers midi. Et puis, après l'entraînement, je vais généralement manger. Donc, un dîner, je vais manger à ma faim. Donc, je vais manger probablement 4 ou 6 œufs avec des restants de la veille. En fait, ça va probablement être 6 œufs avec un restant de bœuf haché que je vais faire réchauffer. Donc, ça devrait être ce midi. Et rendu le soir, pour les Français, le dîner, nous, on appelle ça le souper, je vais cuisiner le repas pour mes enfants. Donc, je vais sûrement manger... là, je ne sais pas, je n'ai pas prévu ma soirée, mais je vais sûrement manger du porc ou peut-être du bœuf en steak cuit dans la poêle, quelque chose de très simple. Mais là, je vais manger moins. J'aurai probablement pas tant faim que ça. Je mange plutôt juste parce que je veux manger, être avec mes enfants. Parce que de façon générale, si je mange à ma faim, je m'en sors très bien à manger une fois par jour. En fait, c'est là que je me sors le mieux, je me sens le mieux. Mais c'est plus question de logistique. Des fois, je trouve ça un peu difficile de manger juste une fois par jour parce que je privilégie de manger après un entraînement plutôt que de manger plusieurs heures après. Également, j'aime ça manger avec mes enfants, mais vu que je travaille de la maison, souvent c'est le midi que j'ai le plus faim et je travaille de la maison, donc les tentations sont là de juste aller me faire à manger puis de manger. Et puis, quand je fais ça, ce que je veux expérimenter prochainement, c'est justement de manger à la maison le midi et de ne pas manger le soir avec mes enfants, mais de m'asseoir juste avec eux comme quelqu'un de bizarre qui les observe sans rien. C'est vraiment intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte qu'en tant qu'être humain, personnellement, je suis aussi carnivore depuis quelques mois déjà, par rapport à un problème de santé. Et j'ai déjà fait plein d'essais de régime dans ma vie par intérêt, par curiosité. Et là, c'est par rapport à un problème de santé aussi. Et je trouve que ce qu'il y a de plus difficile dans ce régime, parce qu'il y a évidemment, ils vont dire, mais tu vas t'ennuyer à manger que de la viande, ça va te coûter très cher, c'est pas bon pour la santé, exactement. Il y a beaucoup de choses. Et au final, on s'accoutume plutôt bien de tout ça, parce qu'on voit rapidement qu'on n'est pas en mauvaise santé et que ça se passe bien. On régule beaucoup mieux notre faim, on a des effets physiques assez intéressants. Moi, je m'entraîne énormément. Mon métier, c'est coach sportif, donc j'ai aussi un entraînement très intéressant. Et ça fait beaucoup d'années que je m'entraîne. Et ma force a beaucoup progressé depuis que je suis carnivore, ce qui est quand même relativement intéressant à noter. De dire, j'ai presque 10 ans d'entraînement, donc les progressions de force sont assez faibles à partir d'un certain temps. Les paliers de progression sont beaucoup plus lents à atteindre. Et depuis que j'ai commencé ce régime, il s'est passé des choses plutôt positives. Donc il y a plein de choses, on s'accoutume. Moi, je pensais que les légumes allaient beaucoup manquer, que j'allais être peut-être parfois ennuyé de la viande. Et en termes de goût, de plaisir, j'ai
je n'ai pas fait de régime dans lequel je suis autant satisfait qu'aujourd'hui, et pourtant c'est le plus restrictif. Il y a quand même une chose, c'est le côté social de l'alimentation qu'on oublie souvent. Et c'est pour ça que l'alimentation est adaptée à chacun, parce que on est des animaux sociaux et culturels, et il y a beaucoup de questions qui sont pas en fait: est-ce que je mange optimal pour ma santé, pour mon couple, pour mes valeurs morales, pour l'éthique, pour la planète ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup aussi comment je mange, quand est-ce que je mange, avec qui je mange, où je mange, qui rentre en jeu. Et comme tu dis, le repas, c'est important de manger avec ma famille. Si je mange qu'un repas par jour, et ben le côté social de manger avec mes enfants, de les accompagner, de cuisiner avec eux, de goûter avec eux, etc., ça va me manquer. Euh, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'assez propre à l'être humain, parce que, bon, je pense pas qu'un gorille se pose la question de ce qu'il va manger. Je pense pas qu'un zèbre se dise, tiens, est-ce que l'herbe c'est vraiment bon pour moi, ou qu'un lion se dise, non, mais moi je veux plus tuer de zèbres, c'est mauvais pour la planète. On est vraiment, je pense, les seuls animaux qui se questionnent autant sur leur alimentation, parce qu'elle touche énormément de spectres dans nos vies, et pas juste une santé optimale. Ouais. On est également les seuls animaux qui est en quelque sorte obsédé par la variété, qui a besoin de varier, de se divertir par l'alimentation. Mais je pense que ça tient beaucoup du fait aussi qu'on mange généralement 3 repas et plus par jour, que comme on consomme des glucides, OK, les glucides montent, l'insuline monte, ça retombe, ce qui fait que ça nous donne très faim, ce qui fait qu'on mange plus souvent, on mange 3 repas et plus par jour. Mais sur un régime cétogène ou carnivore, les protéines, le gras, c'est hautement satisfaisant à plus long terme. On a moins faim sur le long terme. Puis, quand on a réellement faim, si on mange, par exemple, une fois par jour, ben, je pense qu'on a moins tendance à s'ennuyer. Si on a vraiment faim, peu importe ce qu'on a devant nous, à moins que ce soit vraiment quelque chose qu'on n'aime pas du tout, là, mais même si tu manges 3 jours, 4 jours, 5 jours de suite la même chose, si tu as réellement faim, tu vas l'apprécier pareil. Ça, je pense que ça change beaucoup. En tout cas, ça a changé chez moi. Autrefois, j'étais pas un amateur vraiment de bœuf haché. OK, j'en mangeais dans un hamburger parce que, bon, ça vient masquer le goût, la texture, tout ça. Puis, en étant un carnivore, ben c'est sûr que à force d'acheter de la viande, on se dit, bon, on va essayer d'en acheter de la moins dispendieuse et tout. Donc, on se tourne beaucoup vers le bœuf haché. Et aussi, c'est par respect pour l'animal, on veut le consommer dans son entièreté. Donc, je me tourne vers le bœuf haché. Et puis, en étant carnivore, ben, les sensations, les saveurs, les envies, ça change. Puis maintenant, c'est rendu que c'est une petite routine. À chaque lundi, généralement, c'est du bœuf haché qu'on mange. Et je suis excité de manger mon bœuf haché. Je suis très heureux de manger ça. Et puis souvent, je vais en manger en restant le lendemain avec mes œufs. Puis je trouve ça extraordinairement bon, là. Donc, oui, je pense qu'il y a tout ce côté-là, ce volet-là qui change, le fait de manger moins souvent. Puis aussi le fait qu'on mange des aliments qui sont très denses en nutrition. Si on compare les vitamines, les minéraux du bœuf à n'importe quel végétaux, le bœuf, en termes de quantité, va s'en sortir très, très bien. C'est très dense en nutrition. Donc, le corps apprend aussi, OK, ça, c'est bon pour moi, j'en veux plus de ça. C'est plein de nutriments, j'en veux. Donc, il nous en redemande, puis on finit par s'habituer à percevoir ces signaux-là. Là. Rendu là, c'est presque spirituel, là. Mais je pense que le corps nous envoie vraiment des indications envers ça. Ok. Avant de continuer un peu plus sur ton alimentation, tu as abordé quelque chose d'assez intéressant dont tu n'as pas auparavant expliqué. Donc tu nous as dit, le régime carnivore vient du postulat que le règne animal, pour éviter d'être mangé et de survivre, et donc de survivre, utilise le mouvement comme méthode de défense, de fuite, peu importe. Le règne végétal, de par sa structure cellulaire différente,
notamment les fibres, est immobile et ne peut pas ou très peu utiliser le mouvement pour se défendre. Donc il développe des stratégies différentes, se durcir, protéger avec des coques, s'allonger pour ne plus être atteignable. Et notamment son moyen de prédilection de défense reste la protection chimique. Donc ça, c'est vraiment un des constats qu'on fait par rapport au régime carnivore, l'élimination des toxines quotidiennes via des sources alimentaires qui se protègent chimiquement, notamment les végétaux, les légumineuses, etc., qu'on n'a pas dans le règne animal. Mais il y a un autre point que tu as abordé très intéressant, c'est aussi l'insuline et la consommation des glucides et la construction des macronutriments dans notre alimentation. Parce qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas le cas encore récemment, mais maintenant, je pense que de manière générale, mondialement, on tourne au sucre, clairement. Il y avait des populations où c'était pas le cas avant, notamment les Scandinaves. Au Japon aussi, ils avaient une consommation de sucre assez faible, qui maintenant, ils mangent du riz beaucoup. Enfin, voilà. Donc, on est une population qui tourne au sucre, et il y a des gens qui se tournent vers le régime carnivore, le cétogène et le carnivore pour ça, c'est-à-dire changer mon moyen de carburation et donc mon carburant. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu aussi, cet autre aspect du régime carnivore? Oui, effectivement, à un certain point, le fait qu'on consomme très peu de glucides. Moi-même, je suis sur un régime carnivore. Mon fils est sur un régime cétogène. Donc, lui aussi, on limite grandement sa consommation de glucides. L'idée, c'est quand le corps a... En fait, l'idée de base, c'est que dans notre corps, les glucides, le sucre va être utilisé avant le gras comme source d'énergie. Si on consomme des glucides sous n'importe quelle forme, là, même si on mange des patates ou du pain qui n'ont pas de sucre ajouté, on va appeler ça de l'amidon, on va appeler ça des féculents, dans nos intestins, ça va être brisé, ça va être transformé en glucose. C'est du glucose qui rentre dans notre sang. Et dans notre corps, à tout moment, en termes de quantité de glucose dans notre sang, dans tout notre système sanguin, il y a 4 ou 5 grammes de glucose, donc environ une cuillère à thé de glucose. Et puis, quand on consomme une grosse quantité de glucose, le corps doit se dépêcher pour réussir à maintenir le niveau de glucose très bas. Parce que si on arrive à 8 grammes de glucose ou 9, 10, si on double la quantité de glucose dans le corps humain, au niveau du sang, c'est fatal. Donc, le corps, il doit pousser le glucose dans les muscles ou dans le foie ou le transformer en graisse le plus rapidement possible. Donc, le corps est quand même assez efficace à le faire, mais ça soulève la question de forcer le corps à se débarrasser du glucose le plus rapidement possible, 3 fois par jour, 4, 5, 6 fois par jour, parce que juste de consommer une pomme, c'est 20 grammes de glucides, alors que dans notre sang, il y en a 4-5 grammes de glucides. Donc, juste une pomme, là, on force le corps à activer ça, à monter l'insuline. Pour l'insuline, c'est l'hormone, ça sert à beaucoup de choses, l'insuline, mais c'est entre autres un hormone de stockage qui va dire aux cellules, OK, prenez du sucre, prenez... puis pas juste du sucre, mais prenez du sucre, storez ça, on a besoin d'envoyer ça un peu partout parce qu'il y a trop de sucre dans le sang. Puis là, cette élévation-là de sucre dans le sang, ben, ça vient abîmer le corps, ça vient glyquer toutes les cellules que le sucre rentre en contact avec. Ça vient glyquer les globules rouges, ça vient glyquer les vaisseaux sanguins, même chose avec les organes, dont le cerveau. Donc, ça vient abîmer un peu partout. Sur le coup, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais quand on fait ça quotidiennement, plusieurs fois par jour, pendant des décennies, ben, il y a toutes sortes de problèmes qui apparaissent. On parle de diabète, on parle d'obésité, on parle de problèmes cardiaques, on parle d'hypertension, on parle également de problèmes de santé mentale. Et puis, si on regarde, ça prouve rien, mais si on regarde historiquement
la consommation de sucre euh, et l'augmentation des causes de toutes ces maladies chroniques-là, il y a quand même une certaine corrélation. La corrélation n'est pas parfaite parce qu'il n'y a pas juste le sucre qui cause ça. Là. Il y a également les huiles végétales, par exemple, qui ont une bonne corrélation avec nos maladies chroniques. Fait que je ne peux pas juste jeter le blâme sur le sucre. Là. Je pense que c'est quand même multifactoriel, mais ça reste que toutes les causes les cas de cancer, de diabète, de problèmes cardiaques, tout ça, ça augmente en flèche depuis des années. Ça augmente beaucoup depuis les années 50, depuis les années 70, des années où est-ce qu'on a fait des études, qu'on a fait des recommandations par rapport à la quantité de gras consommé, par rapport à la quantité de sucre consommé. Et puis, les gens, il ne faut pas penser qu'ils font juste manger des biscuits Oreo puis juste des produits transformés. Là. Le blâme est souvent jeté sur le fait qu'on mange beaucoup trop de produits ultra transformés. C'est vrai, c'est un problème, mais il y a quand même une grosse partie de la population qui essaye de mettre en pratique le guide alimentaire canadien. En France, je ne sais pas c'est quoi le nom de votre guide alimentaire, mais je suis convaincu qu'il y en a un. Les gens essaient de mettre ça en pratique, de s'y tenir. Ben oui, c'est sûr qu'ils se permettent de déroger un peu, mais les gens essaient de mettre ça en pratique et ils n'ont jamais été aussi malades historiquement. Historiquement, les crises cardiaques dans les années 1800, c'était pas connu. Ça existait plus ou moins. Il y a très peu de cas de crise cardiaque dans les années 1800. Le diabète de type 2, ben, ça fait plus longtemps que ça existe. Ça a été en quelque sorte inventé avec les Égyptiens quand ils se sont mis à produire du pain, qui est très riche en glucides. Si on observe des populations qui sont typiquement carnivores, les Maasai, les Inuits, là, on parle vraiment lorsqu'ils mangeaient vraiment de leur façon ancestrale, donc d'être carnivore. Là, je ne parle pas des Inuits ou des Maasai modernes qui ne sont plus là-dedans. Ben, ce genre de maladie chronique-là, il n'y en a pas ou il y en a beaucoup moins. Et pourtant, les Inuits de nos jours, quand ils ont une alimentation moderne, ils s'en sortent moins bien que les autres. Donc, on ne peut pas dire que c'est grâce à leur génétique qui ont moins de crises cardiaques ou quoi que ce soit. C'est l'inverse. Avec une alimentation moderne, les Inuits, ils s'en sortent moins bien que les autres. Donc, il y a Ça peut quelque s'expliquer chose pour pas là-dedans. mal de choses. Peut-être que je le recevrai prochainement, mais il y a le docteur Georges Mouton, je ne sais pas si tu connais, qui a écrit un Non. livre, écrit un livre très intéressant sur les génotypes et l'alimentation. Et pourquoi les Inuits s'en sortiraient moins bien, je ne sais pas, mais une des pistes pourrait être, puisqu'ils ont eu un régime carnivore pendant des années et qu'ils n'ont pas, en tant que population, eu besoin de s'adapter à une exposition à une alimentation sucrée, ils n'ont pas du tout développé d'adaptation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que vivent les Inuits, c'est-à-dire qu'en intégrant une alimentation contemporaine, mondiale, générale, ils réagissent moins bien, c'est peut-être ce que nous, en tant que population, on a vécu il y a 2000 ans, quand on a introduit le pain, etc. On réagissait très mal parce que ça faisait 10 000 ans qu'on mangeait pas comme ça, qu'on mangeait différemment. Et toujours, les étapes de transition sont assez difficiles à dépasser. Et puis après, on s'adapte. Et le docteur Mouton, lui, va rechercher dans l'expression de gènes, les génotypes, parce que ça s'exprime assez bien sur notre capacité à produire de l'amylase, qui est l'enzyme qui va venir aider à la digestion des sucres dans la salive. Donc plus on en a, plus on est capable d'avoir une digestion optimale. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'enfiler des kilos de sucre, mais ça veut dire tu es meilleur que ton voisin à le gérer, si tu en as un peu dans ton alimentation. Il va regarder aussi notre capacité à produire la lactase, qui est l'enzyme qui va découper le lactose, qui est un sucre aussi. Donc de dire, si on est bon à générer cette enzyme, on peut avoir un peu de lactose dans notre alimentation, ça ne générera peut-être pas de problème. Il regarde aussi comment fonctionne le métabolisme de chacun. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très très bons à traiter le gras et à tourner sur le gras, des gens qui sont plutôt bons au gras, qui sont OK aussi à l'aise avec le sucre, selon leur gène. Donc voilà, lui, il va vraiment regarder ça et de dire, il y a des recommandations générales de nourriture pour tout le monde. C'est-à-dire, déjà,
on arrête avec la base de la pyramide alimentaire. Nous, on a des recommandations de santé publique à notre guide alimentaire. Donc là, on a une pyramide de construction d'une alimentation. Évidemment, les glucides sont tout en bas. Quand je dis les glucides, c'est pas le sucre. Comme tout le monde, on nous dit il faut réduire le sucre. Sauf qu'on a une image du sucre. Le sucre, c'est le Nutella. Ça, c'est pas bon. Après, c'est les fruits, ça, c'est bon. Et après, c'est les féculents. Bah, il faut de l'énergie, donc c'est pas trop mauvais. N'en abusez pas, mais ça va. C'est ça un peu nos recommandations. De dire, bah, on arrête les sucres. Parce que comme tu l'as dit, que ce soit du Nutella, une pomme ou du pain, même si on va ingérer beaucoup de choses en plus que le sucre dans une pomme, par rapport à du Nutella, les huiles végétales, etc. À la fin, dans notre intestin, ça reste du glucose. Donc, le docteur Mouton dit, une recommandation générale, c'est il faut arrêter avec le glucose, c'est pas notre base alimentaire. Maintenant, il y a des gens qui ont développé des capacités à le gérer un peu mieux. Donc, ils peuvent se permettre des écarts sans en payer le prix plus fréquemment que ceux qui n'y sont pas du tout adaptés. Il y a des gens qui tolèrent pas du tout le lactose et il n'y a aucune raison d'en manger. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de lactose pour avoir du calcium. On n'a pas besoin de produits laitiers pour avoir du calcium. Mais si vous avez développé, avec votre passé ancestral, des gènes qui vous permettent de le gérer correctement, de temps en temps, ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc lui, il développe tout ça de dire, il y a une recommandation générale, un guide alimentaire qui doit être vraiment effacé et réécrit pour l'ensemble de la population. Et il va y avoir des nuances assez précises à recommander pour chacun d'entre nous parce qu'on est tous différents. Et donc, il faut faire soit des essais, soit il faut faire tester vos gènes, hein, c'est crache dans un petit tube et on fait tester ses gènes, pour avoir vraiment une recommandation plus précise de qu'est-ce qu'il faut suivre à titre personnel, même si on prend un peu plus de recul, beaucoup de choses qui pourraient être faites pour l'ensemble de la population. Donc ça pourrait expliquer pour les Inuits, par exemple. Ouais, ben, c'est historiquement, faut aussi se rappeler que l'humain a commencé à manger de la viande, du gras, ça fait au moins 3 millions d'années. Puis l'humain est vraiment devenu un prédateur, ça fait au moins 2 millions d'années qu'il est hyper carnivore. Ça a été démontré à travers des recherches. Et puis, donc, si on dit, OK, ça fait 3,3 millions d'années que l'humain a créé ses premiers outils, qui étaient justement pour casser des os, fracasser des crânes, aller chercher la moelle, le cerveau, qui est très, très gras là-dedans, très dense en énergie. 3,3 millions d'années versus la révolution agricole, ça fait environ 10 000 ans. Donc, c'est 0,3% de notre histoire d'humain qui est orienté vers les végétaux. Donc, pendant au-dessus de 3 millions d'années, on a évolué en conséquence de manger du gras, de manger de la viande. Et puis, sur 10 000 ans, on a commencé à manger des végétaux, beaucoup de végétaux. Mais 10 000 ans, c'est pas assez pour changer complètement notre évolution. C'est pas assez pour vraiment bien s'adapter. D'ailleurs, le système digestif, il est le même depuis 200-300 000 ans, depuis l'apparition de l'Homo sapiens, depuis 300 000 ans, le système digestif est le même. Oui, pendant notre 10 000 ans de manger des végétaux, il y a certaines choses qui ont changé au niveau des enzymes, par exemple. Il y en a certains que quand on est tous le lactase, on l'a tous parce qu'on boit le sein maternel. Éventuellement, on perd cette production-là. Mais il y en a certains, par adaptation, qui continuent à produire cette enzyme-là, à produire le lactase et qui sont capables de continuer à digérer le lactose. Ça, on parle plus de nuances, d'une nuance d'une personne à l'autre plutôt que de globalement, ça reste que notre système digestif est le même depuis au moins 200-300 000 ans et qu'il est parfaitement adapté à la consommation de viande et qu'il est vraiment mal adapté à la consommation de végétaux. On est capable de le faire, on est capable de s'en sortir, mais c'est plutôt comme une alimentation d'appoint. Quand on ne trouve pas de proie, qu'on est mal pris, qu'on est en situation de famine, on est capable de survivre un certain temps sur les végétaux. Mais
c'est loin d'être notre alimentation optimale. Donc, oui, les Inuits n'ont pas connu ce 10 000 ans de révolution agricole, de consommer vraiment une alimentation à base de plantes. Donc, ces petites nuances-là qui font qu'on est capable de manger un peu plus de végétaux, ben, ils les ont vraisemblablement pas. Puis l'autre chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que quand les humains ont commencé à fabriquer du pain, le pain à l'époque, il était mieux que le pain d'aujourd'hui. Tout à fait. Le blé ou la céréale qui était utilisée à l'époque n'avait pas été sélectionné de façon naturelle ou artificielle pour qu'il y ait de plus en plus de gluten. Le blé d'aujourd'hui contient plus de gluten que du blé ancestral. Le gluten, c'est une toxine, entre autres, pour que le blé se protège des insectes. Donc, on vise à augmenter le gluten pour que le blé se fasse moins attaqué par les insectes, mais après ça, on ingère plus de cet insecticide naturel. L'autre côté du gluten, c'est que ça donne une texture aussi pour créer un pain qui est plus agréable. Alors qu'à l'époque, il y a 10 000 ans, ce pain-là, ben, c'est ça, c'était fait avec des céréales qui étaient plus ancestrales, moins de gluten. Il était également fermenté plus longtemps. Potentiellement, peut-être qu'il faisait germer les grains aussi, ce qui a contribué à la détoxification. C'est possible aussi qu'il les faisait tremper, ce qui aide aussi à la détoxification. Et puis, le pain pouvait être fermenté pendant 3 jours avant d'être consommé. La fermentation aussi contribue à la détoxification et à diminuer la quantité de glucides qu'on retrouve dans le pain. Et puis, quand les bactéries mangent quand la levure mange les glucides, ça jette d'autres nutriments dans le pain, dont des acides gras. Donc, au profil nutritif, le pain d'il y a 10 000 ans, c'est vraiment pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, du pain pour faire des sandwichs, en tout cas, c'est peut-être moins pire en France, je sais pas. Ben, au Québec, ça prend 1 heure faire un pain comme ça. C'est pas fermenté. On met des produits chimiques pour que ça lève artificiellement. Donc souvent même, on va rajouter du sucre pour la saveur et toutes sortes de raisons, rendre les gens plus accros au pain. Donc, ça n'a rien à voir au niveau nutritif, le pain d'aujourd'hui, le pain d'époque. Et puis, il y a eu énormément de changements récemment dans les dernières 100 ans environ sur la production, même des trucs qu'on considère sains comme du pain brun à sandwich. C'est terrible pour la santé. Et ça, l'humain a zéro évolué là-dessus. Il n'a pas eu le temps de s'adapter à ces produits-là qui sont très récents. Donc, c'est vraiment une toute autre histoire. C'est sûr que si quelqu'un est capable, qui a la patience, le temps, l'énergie de fabriquer du pain de façon ancestrale, ben oui, c'est possible que ce soit moins pire pour la santé. Est-ce que c'est réellement bon pour la santé? Ça j'ai un doute, mais définitivement moins pire. Oui, il y a cette question, c'est toujours pareil, parce que comme tu l'as dit, l'humain utilise l'alimentation comme source de divertissement, de plaisir. Donc il y a cette notion-là de dire, parfois je fais des choix que je sais ne pas être des choix dans l'optimisation de la santé via l'alimentation. Mais il vaut mieux, enfin, il y a aussi un aspect, on a un système nerveux d'anticipation et l'appréhension qu'on a, l'état d'esprit avec lequel on aborde les choses, c'est l'effet placebo et nocebo, tout simplement. Donc, j'ai presque envie de dire, si on n'est pas éduqué alimentairement, il vaut mieux manger un McDo en se disant: «C'est bon pour moi et j'aime ça», que de dire: «Je vais manger un bout de viande, ah non, c'est mauvais, ça donne le cancer, c'est mauvais pour la planète». Parce que, on est tellement dans le jugement négatif sur ce qu'on fait que le résultat va être négatif, en fait. Donc je pense que la clé, c'est vraiment de 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 montrer aux gens les réalités de l'alimentation moderne et de leur expliquer
par des choses assez simples, les raisonnements qui poussent beaucoup, de plus en plus de gens à revenir vers une alimentation, à défaut d'être carnivore, qui laisse une place importante, aux protéines et aux gras, qui sont, je pense aujourd'hui pouvoir l'affirmer assez simplement, dire, les protéines animales et le gras devraient être la source d'alimentation principale de l'ensemble de la planète, avec quelques adaptations, quelques changements selon d'où on vient et selon si on veut se faire plaisir avec des choses, voilà, du monde moderne et cetera. Mais je pense que dans cette pyramide alimentaire-là, c'est sûr qu'il faudrait, changer et inverser quelques étages, ça c'est évident. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, tu as eu le temps de développer, je pense, en 2 ans de pratique. C'est, tu disais tout à l'heure, le paradigme populaire. Comment tu te On vit dans un monde aujourd'hui où, bah, manger de la viande, c'est mauvais pour la santé. On est des criminels parce qu'on arrache des vies, à ce monde et c'est ce qui est dit, hein. Oui. Et en plus, la viande, ça a un impact, hem on est meurtrier des animaux qu'on mange et des humains qui peuplent cette planète parce qu'on est en train de la détruire via la consommation de viande. Voilà, qu'est-ce que tu peux adresser à des gens, qui te tiennent ce discours? Et puis comment toi tu t'es placé? Tu disais avoir, voulu réduire ta consommation de viande avant. Comment s'est passée la transition au niveau de ton éthique, de tes valeurs morales, de dire: «OK, bah, maintenant je vais manger exclusivement de la viande»? Comment tu as pu, procéder et accepter ces changements pour toi et puis ensuite, les développer avec les autres? Ah oui, oui, même les carnivores, on est parfois perçus comme des masculinistes. C'est vraiment un domaine d'hommes et de paraître, etc. Mais non, c'est vraiment des suppositions qui sont faites à tort et à travers quand on regarde au mauvais endroit. Euh, ben, moi, ce que je commence par dire, c'est que ça m'a permis d'être en meilleure santé. Je me sens considérablement, énormément, beaucoup mieux sur ma santé. Donc, c'est sûr que tout le reste, ça vient en second plan. C'est égoïste, mais c'est ça, c'est ma santé d'abord. Et si je suis en santé, je vais être en meilleure position pour faire des choix qui vont aider l'environnement, aider la société, etc. Parce que quelqu'un qui n'est pas en santé, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui va vivre au crochet de la société, qui va baser ses choix en fonction de sa mauvaise santé, en fonction de son budget, parce que quelqu'un en mauvaise santé potentiellement, vu qu'il vit au crochet de la société, il va avoir moins d'argent, etc. Donc, tout ça est un peu interrelié. Donc, ma priorité, c'est la santé. De là, ben, je suis capable d'influencer le cours des choses sur la société, sur l'environnement, etc. Et oui, c'est vrai, à une époque, j'évitais la viande rouge par souci environnemental en particulier, mais surtout parce qu'il y avait énormément de mauvaise conception sur le sujet, que ça donne le cancer, etc. Ce qu'il faut penser, c'est que malheureusement, il y a énormément de propagande là-dedans. Il y a énormément de connaissances qui sont biaisées. Pendant très, très longtemps, par exemple, on ciblait le LDL, alias le mauvais cholestérol, comme étant le problème, un des problèmes majeurs concernant les maladies du cœur. Avec le recul, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas le cas. Donc, pendant des années, on fait des recherches en fonction de baisser ce LDL. Par exemple, on fait des recherches sur les fibres. Ah, ben les fibres, ils peuvent aider à faire baisser le cholestérol. Bon, OK, ça fait baisser le cholestérol, donc les fibres, c'est bon pour la santé. Donc là, on prend un raccourci. Les fibres font baisser le cholestérol baisse, donc c'est bon pour la santé. Mais si tu pars du principe que le cholestérol, c'est important pour la santé, ça a plein de fonctions dans le corps. C'est 20% du cerveau à un coup lourd retiré. Donc, le cerveau est en grande partie constitué de cholestérol. Le cholestérol est super important pour plein de fonctions dans notre corps. Donc, si on part du principe que le cholestérol est mauvais, on peut assumer que les fibres sont bonnes.
si on part du principe que le cholestérol est bon, ben là, tu viens d'avoir une vision complètement diamétralement opposée. Et puis, de ces études-là, malheureusement, les gens font plein de raccourcis comme ça. Il y a toutes sortes de raccourcis. Et puis, les gens ont tendance à regarder juste un côté de la médaille. Si on regarde par exemple au niveau éthique, moi, je ne suis pas capable de tuer un animal et de le manger. OK, oui, ça se peut qu'il y ait vraiment des gens qui ont cette appréhension-là. Mais une personne moyenne qui consommerait juste du bœuf tous les jours, tout le temps, il va manger l'équivalent d'environ une vache par année, peut-être un petit peu plus. On va arrondir à une vache pour faire simple, mais ça fait un animal tué par année. Versus si je fais un potager chez moi et que là, j'ai un lapin ou un raton laveur ou une marmotte qui s'en vient faire un tour dans mon potager, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir protéger mon potager. Est-ce que je vais tuer l'animal? C'est possible. Est-ce que je vais essayer de l'attraper avec une cage, le déloger, l'envoyer ailleurs, à un endroit qui n'aura pas la même source d'alimentation, donc il va peut-être mourir? Donc, mon petit potager qui subviendra pas à mes besoins au niveau alimentaire pendant un an, c'est vraiment juste un petit potager pour le plaisir. Il va attirer des animaux comme ça, il va attirer plein d'insectes. Les insectes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des insecticides, je vais les tuer. Est-ce que la vie d'un insecte équivaut à celle d'un animal? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas nécessairement important. Je n'ai pas besoin de me prononcer là-dessus, mais ça reste que c'est une vie pareille. Je vais tuer énormément d'insectes en fonction de mon potager et ça va être de les tuer de façon gratuite, là, sans bénéfice à le faire parce que, par exemple, si je mange du poulet, le poulet, c'est censé manger des insectes, mais au moins, quand le poulet il mange des insectes et les tue, au moins, ça a une fonction vitale qui est de nourrir le poulet. Versus si je mets de l'insecticide, c'est gratuit, je tue des insectes. Et là, ça, c'est seulement à la petite échelle. Mais quand on fait de l'agriculture à grande échelle, vient s'ajouter à travers ça les fertilisants. Si je suis contre l'élevage des animaux parce que ça pollue, ben à ce moment-là, je ne peux pas prendre du fumier comme fertilisant. Je vais devoir utiliser des produits chimiques. Si j'utilise des produits chimiques, c'est fait avec quoi? C'est fait ça prend du pétrole pour produire ces fertilisants-là. Donc, je produis un paquet de produits chimiques qui sont détrimentiels pour la nature, de par la production, mais de par son épandage aussi. C'est vraiment nuisible. Et là, à grande échelle, c'est pas juste quelqu'un qui, dans un champ, qui va mettre des cages pour attraper les siffleux, les marmottes, pour attraper les marmottes ou pour attraper les lapins ou encore les couleuvres qui vont circuler. Non, ils vont passer le tracteur et ils vont juste les écraser. Les couleuvres vont toutes se faire tuer lorsqu'on laboure le champ d'une année après à l'autre. Donc, une consommation végétale, moi, je n'ai pas appris ces chiffres-là par cœur. Ce n'est pas quelque chose que je me suis spécialisé là-dedans. Je n'ai pas fait encore de vidéos sur ce sujet-là. Mais il y a des gens qui argumentent que une alimentation végétale tue beaucoup plus d'animaux par un facteur vraiment énorme que de consommer des animaux. Parce qu'un carnivore peut s'en sortir avec une vache par année. C'est hyper intéressant. Je suis arrivé à cette conclusion par moi-même. Je suis revenu il y a quelques mois là déjà. Je suis parti faire le chemin de Compostelle. Est-ce que tu connais? Oui, je ne l'ai jamais fait, mais c'est un beau projet. Tu l'as réussi? Oui, bien sûr. Ouais.
Donc à peu près 2 mois, 1 mois, 6-7 semaines, je suis parti de France, voilà, jusqu'à Saint-Jacques. Et donc j'ai réussi à maintenir une alimentation carnivore sur l'ensemble du trajet. Il s'est passé, quelques petites exceptions, mais globalement, j'ai mangé carnivore. Donc je m'arrêtais dans les boucheries, parce qu'ils ont une culture de la boucherie en Espagne beaucoup plus présente qu'en France. C'est-à-dire Mhm. que, en France, nous on a les clochers dans le village, eux ils ont un clocher et une boucherie. C'est une valeur assez sûre, quoi. Avant même le petit, la petite guinguette, le petit bar, ils ont une boucherie. Et donc je m'arrêtais tous les jours et je leur demandais: «Voilà, j'aimerais, une pièce de bœuf, locale quoi, d'une vache, qui a été, élevée et tuée le plus près possible, de bonne qualité», et je trouvais ça tous les jours. Et du coup, évidemment, vu que tu manges seul parfois, mais globalement, tu te retrouves le soir avec les gens, tu es entouré, donc tu partages des repas quasiment tous les jours avec des gens que tu ne connais pas. Et tous les jours, on te juge pour ce que tu manges, et il y a beaucoup de gens très ouverts à la spiritualité sur le chemin et donc qui essayent d'avoir un engagement environnemental. Et aujourd'hui, avoir un engagement environnemental, c'est avoir une alimentation végétale. Et donc j'étais, si tu veux, un pavé dans la mare. Et ça a Ah, été c'est très génial. intéressant, super intéressant parce que j'ai dû, il y en a qui étaient très violents. On m'a dit des choses, rien qu'à te regarder, je vais aller en enfer. On m'a dit des trucs assez fous. Mais j'ai eu aussi des échanges d'une très grande profondeur avec des végétariens ouverts au débat, qui posaient des questions, et cetera. Et en fait, ce que je leur ai dit, ce qui s'est développé en moi, c'est cette idée-là de, l'être humain, il est difficile pour l'être humain de gérer son alimentation aussi, parce que tout ce qu'on met dans notre bouche pour vivre doit mourir. Tout. Si tu mets une Mhm. noisette, c'était un arbre potentiel, c'était un potentiel vivant. Même la noisette est vivante. Elle va mourir pour que tu survives. Donc tout ce qu'on met dans notre bouche pour survivre doit mourir. OK. De ce postulat-là, qui suis-je pour dire que la vie d'un champignon vaut plus que la vie d'une vache ou d'un agneau? Alors c'est vrai parce qu'on est physiologiquement plus proche de cette forme de vie-là, puisque nous aussi nous sommes des animaux, on a une empathie plus développée. Mais est-ce que réellement, une fleur, couper une fleur c'est OK, et tuer une vache ça ne l'est pas? Qui décide de ça? Donc il y a ça qui s'est développé. Puis après en discutant, je leur disais: «Écoute, qu'est-ce que tu manges? Tu sais qu'être végétarien, ça implique, voilà, d'avoir quand même une alimentation, qu'on va venir plus ou moins artificiellement complémenter en protéines d'origine végétale. Qu'est-ce que tu manges?» «Ah bah, beaucoup de haricots, de lentilles, de soja», très intéressant le soja. Je dis: «OK, est-ce que tu sais comment est produit le soja? Est-ce que tu sais où est produit le soja?» Il y a pas de soja qui pousse en France, ou quasiment pas. Le soja qu'on mange dans le tofu et cetera, il pousse en Amérique du Sud, il pousse au Mexique, dans des zones comme ça. Donc c'est des zones qu'on va déforester, donc on tue tous les animaux, leur milieu. C'est des zones qu'on va labourer, qu'on va arroser de pesticides et de fertilisants. Donc toutes les couches superficielles et profondes du sol meurent pour des décennies. Et tout ce qui est vivant dedans meurt. Ce soja, il est ultra transformé parce que tu ne le manges pas comme ça. Il est ensuite transporté, donc on utilise de l'énergie pour te l'amener, stocké dans du plastique. Enfin, et je lui dis à un moment donné, moi, en France, j'ai cette chance-là, j'ai une ferme avec qui je suis partenaire qui fait des bœufs de pâturage élevés avec les veaux qui broutent, etc., en biologique à 100 km de chez moi. Donc je leur fais des commandes, c'est génial. Je dis, moi, ce que je mange, je peux aller les caresser si je veux, je sais ce qu'ils mangent, etc. Et j'en suis heureux. Et si j'étais capable de faire ça avec des végétaux, ça aurait un super impact aussi. Mais vous êtes végétarien et vous dites que c'est manger un animal et le tuer qui est déficitaire pour notre environnement, pour l'éthique. Et ma réponse a été, en fait, au fur et à mesure des discussions, de dire, au niveau de l'éthique, vous tuez aussi pour vivre. Et en plus, ce que vous tuez est tué à des milliers de kilomètres de chez vous, produit dans des conditions qui sont déplorables. Et j'en suis venu à la conclusion que de dire plutôt que ce soit ce qu'on met dans notre assiette qui doit gérer notre éthique, c'est plutôt comment est produit ce qu'on décide de mettre dans notre assiette. Parce que l'impact réel sur le monde qui nous entoure par rapport à notre alimentation, c'est ce qu'on mange, d'où ça vient, comment c'est produit, dans quelles conditions, et qu'est-ce que ça implique en fait. Et j'en suis venu à cette conclusion-là, et que tu le dis, et je vais aller me renseigner là-dessus. C'est très intéressant de savoir, de faire une comparaison sur l'impact en fait, et les vies détruites par l'alimentation et la production des végétaux, c'est très intéressant. Et de toute façon, oui, on doit tuer pour manger. Oui, exact. Puis c'est beaucoup plus simple de manger local en étant carnivore qu'en étant vegan. Euh, parce-
au Québec encore plus qu'en France, avec nos hivers, la quantité de végétaux qu'on peut faire, qu'on peut manger de façon locale, c'est possible de le faire. C'est sûr qu'on peut faire une grosse récolte à l'automne, puis de tout transformer pour que ça se conserve durant tout l'hiver. C'est possible de le faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible. Mais la quantité de végétaux produits au Québec, là, l'éventail de couleurs ou la variété, elle est beaucoup, beaucoup plus limitée. Là. Si quelqu'un veut manger beaucoup, beaucoup de courges pendant son hiver, c'est une chose. Mais je dirais aussi que d'avoir une alimentation végétale, ça requiert beaucoup plus de variété qu'une alimentation carnivore parce que justement, on va devoir combiner beaucoup de végétaux pour réussir à combler les lacunes de l'une de l'autre et ça devient honnêtement vraiment assez complexe de réussir à avoir tous les nutriments qu'on a besoin dans les bonnes quantités, mais aussi dans la bonne biodisponibilité possible parce que les légumes en tant que tels, les végétaux vont interférer dans le niveau d'absorption de chacun des nutriments. Donc, ça devient, il y a beaucoup de conflits en quelque sorte qui peuvent se passer. Donc, ça devient complexe. Versus une alimentation carnivore, je sais que de base, si je mange du bœuf, je suis correct. J'ai tout ce que j'ai de besoin. Et puis, je sais que je suis capable de trouver du bœuf local. Et je dirais que c'est pas mal assez universel à travers la planète d'avoir du bœuf local. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits au monde qu'on en fait vraiment pas du tout. Peut-être qu'il y en a moins dans le désert du Sahara, là, c'est fort possible, mais c'est quelque chose qui est assez universel. Puis aussi, les gens qui pensent que d'élever du bœuf, c'est pas bon pour l'environnement, ben, je les invite à s'informer sur l'agriculture régénérative, qui est vraiment d'utiliser le bœuf de façon stratégique au niveau de la gestion du sol, au niveau de ses excréments, au niveau de comment que le bœuf va manger l'herbe. C'est vraiment intéressant. J'ai lu un livre sur le sujet parce qu'à un moment donné, ça me tentait peut-être même moi d'avoir une petite ferme. Donc, j'ai lu un peu sur comment faire. En général, on veut que le bœuf mange l'herbe, mais à une hauteur d'environ 50%. Puis ensuite, on le change d'endroit. Le fait de le manger à une hauteur de 50%, c'est ce qui serait environ optimal pour faire en sorte que les plantes soient incitées à regrossir, à pousser davantage. Et en poussant davantage, ben, ça vient chercher du carbone, du gaz carbonique qu'il y a dans l'air pour le fait de repousser. Versus si le bœuf ne mangeait pas l'herbe, mais rendu à un certain point, les plantes, les herbes, ils vont stagner un peu dans leur hauteur, dans leur maturité. Donc, de venir manger ça, ben, ça force ces plantes à faire ça. Donc, ça aide à séquestrer du carbone dans la plante, mais aussi à l'envoyer dans la terre. Ça, c'est le côté manger, mais il y a aussi le côté excrément qui est un fertilisant très, très puissant, naturel, qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'utiliser de fertilisants chimiques. Donc, c'est ça. Les gens qui s'inquiètent pour l'environnement, ben, l'agriculture régénérative, vous pouvez lire sur le sujet, c'est super intéressant. C'est assez complexe. Là. Ce que j'ai fait, c'est vraiment juste une sursimplification, mais en gros, c'est ça le principe. Ok, il me reste... merci, j'irai m'enseigner du coup. Et il me reste deux petites questions. Alors, il y en a une qui est un peu plus personnelle. Oui. C'est que je vais venir au Canada dans un an pour faire des études. Donc, si tout se passe bien ici, le processus poursuit son cours. Normalement, je devrais être au Canada en 2026. Tu parlais d'avoir du bœuf local un peu partout. Quel est le coût pour toi de maintenir une alimentation carnivore en tant que Canadien, que Québécois d'ailleurs particulièrement? Oh, ça, c'est une bonne question. Pour vrai, j'ai jamais vraiment fait l'exercice de le calculer. C'est
Je pense pas que ce soit si dispendieux que ça comparé à une alimentation standard canadienne parce que euh, je peux très bien. euh, Ça va dépendre vraiment à quel point on veut de la qualité au niveau de la viande. Si vraiment je veux me gâter, me faire plaisir, puis acheter un beau steak d'un bœuf de grande qualité, exclusivement nourri à l'herbe, etc., puis que là, je prends le T-bone ou le faux filet, c'est sûr que ça va être beaucoup plus dispendieux. Mais généralement, mon repas du lundi, ben, fort probablement que ça va être 4 œufs avec une livre de bœuf haché. La livre de bœuf haché, je peux Ah, l'avoir. c'est combien une livre? Le système métrique C'est livre. 500 grammes environ, un peu moins que 500 grammes. Disons Ok. 500 grammes de bœuf haché, je peux avoir ça pour environ 5 et mes quatre durs, je vais avoir ça pour environ 1 mettons, pour faire des chiffres ronds. Donc, ça fait 6 $. Je suis nourri pour ma journée. Ouah, ça se pourrait que je prenne un peu de fromage en dessert. Moi, je tolère bien le fromage, je l'inclus. Mais encore là, je ne vais pas prendre un gros morceau de fromage. Mon fromage, je l'achète aussi en, en, en assez grosse quantité pour essayer d'économiser. Ce qui est bien, c'est qu'avec un régime carnivore, on ne gaspille rien. Ah ouais, c'est vrai. Jamais que je vais laisser un morceau de viande putréfié dans le frigo. Là. Tout ma viande, je l'envoie au congélateur. Ici, on met nos œufs au frigo parce que commercialement, ils sont lavés, ils n'ont plus la membrane protectrice dessus, donc on ne peut pas les laisser à température pièce. Mais mes œufs, je n'ai pas de crainte à les laisser au-dessus d'un mois au frigo. Puis j'en mange tellement que ça se passe très vite. Donc, toute la viande est congelée, tout est au frigo. Le fromage aussi, ça se fait congeler si on achète en grande quantité. Donc, je ne gaspille rien. C'est de la nourriture qui est hautement satisfaisante. Donc, après ça, j'ai pas nécessairement besoin de manger 3 repas par jour et de grignoter par après. Les prix que j'ai dit là, c'est certainement faisable de trouver des prix moins chers que ça également. Mais c'est sûr que c'est vrai, je ne mangerai pas du bœuf haché tous les jours, mais si vraiment quelqu'un est sur un budget, qui veut faire un régime carnivore, c'est possible de le faire. C'est également possible de faire un régime carnivore en consommant des saucisses hot dog, puis des saucisses à chien chaud. Je ne sais pas comment vous l'appelez en France, là, ce genre de saucisses-là. Ou, On n'appelle pas ça chien chaud, on appelle ça hot dog. OK. Bon, il y a une marque, c'est un peu comme Frigo, qui est la marque, le nom est devenu le nom d'une marque. Nous, on appelle ça souvent des knackis, puisqu'il y a la marque Knacky qui fait ça. Des Ah, vraies OK, je ne saucisses hot connais pas. dog. OK. Donc c'est sûr, il faut faire attention quand même au niveau de gras. Là. Si on mange beaucoup de saucisses hot dog, je ne pense pas que ce soit assez gras pour subvenir. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon et que c'est idéal, loin de là. Puis c'est sûr qu'il va fort probablement avoir des ingrédients pas tout à fait carnivores là-dedans. Mais je pense qu'on peut s'adapter vraiment selon le budget. Et puis, si tu n'as pas le budget pour acheter euh, un bœuf en entier élevé uniquement à l'herbe dans une région locale et que tu dois te contenter du bœuf d'épicerie qui est nourri au grain, ben ça va aussi, ça fonctionne aussi. Comme je l'ai dit, le bœuf, il s'en sort vraiment mieux que les autres animaux, même s'il est mal nourri. Euh, Mais donc, c'est pas optimal, mais c'est mieux quand même que. c'est pas optimal, c'est sûr, mais c'est vraiment mieux que de manger des végétaux. Quand quand j'ai fait ma vidéo où je compare les nutriments du bœuf versus l'amande, versus le kale, versus le pois chiche, je me suis fié sur un bœuf d'épicerie. Je n'ai pas sélectionné un bœuf spécial nourri à l'herbe. Je suis allé sur le site du ministère américain de l'Agriculture. Donc, je suis allé sur une source fiable, puis c'était pas du bœuf nourri à l'herbe. Donc, même un bœuf d'épicerie, pour faire un régime carnivore, ça le fait. Le seul truc que je recommande, c'est
quelqu'un mange juste du bœuf d'épicerie, ben, je vais lui dire de temps en temps de manger du poisson gras, comme du saumon, de la truite, de la sardine. Parce que le bœuf d'épicerie, la plus grosse différence va être au niveau des oméga 3 qu'il va avoir moins. Donc, je recommande les gens qui consomment juste du bœuf d'épicerie de venir combler un peu, en quelque sorte, avec du poisson gras. Puis encore là, je ne suis pas convaincu que ce soit nécessaire, là, parce que c'est très, très pointu, puis il n'y a pas vraiment de science qui a été faite dans ces conditions-là, dans ces paramètres-là. Donc, on se fie plus à la logique, la mécanique des choses, puis d'autres études, mais qui sont pas dans ce contexte-là. Mais donc, c'est ça. Je pense pas que ça soit si dispendieux que ça de faire un régime carnivore. Mes enfants, c'est sûr que je leur donne souvent, ben, à tous les repas, c'est de la viande. Il y a des accompagnements à ça, mais un enfant, ça va manger quand même beaucoup moins qu'un adulte. Quand je fais 2 livres de bœuf haché, je fais 2 livres de bœuf haché, 1 kilogramme de bœuf haché. Ça nourrit toute la famille, là. Moi, je fais mes 4 œufs en accompagnement. Mes enfants, ils n'en veulent pas. Ma conjointe, des fois, elle va en prendre ou pas. Mais 2 kg de bœuf haché, ça nourrit 4 personnes. Bon, c'est sûr que eux autres, ils mangent plus qu'un seul repas par jour. Mais moi, ça peut me combler. Si je mange 2 repas par jour, ça se peut que j'excède un peu ça. Mais pas énormément, là. Donc par jour, tu consommes entre allez, 600-700 grammes à 1 kg, 1,2 kg de produits animaux. Ouais, ouais. Dans moi, ben, ouais, gros maximum 1 kilo, là, mais c'est plus avec la famille là, que je parlais d'1 kilo de bœuf haché, c'est vraiment pour 4 Mais personnes. sur parce que tu vois, tu rajoutes les œufs, etc. Donc ton total au niveau de la journée, on est à peu près, ça on se situe entre 500 grammes et 1 kilo, quoi. Ouais, ouais. Parce que c'est ça, je vais manger souvent 4 ou 6 œufs. Ça va dépendre de toutes sortes de raisons. Si je mange juste un repas par jour, souvent ça va être plutôt 4 œufs avec mon bœuf haché. Si je me fais à manger le midi, c'est là normalement que je vais plus me faire 6 œufs puis que je viens compléter avec un petit quelque chose qui reste dans le frigo. Euh, donc, c'est ça, on mange pas. Les gens voient mon assiette puis ils sont comme ah, tu manges énormément. Ben oui, mais je mange juste 1 ou 2 fois par jour. Donc, Et puis il n'y a rien d'autre. c'est en dehors de ça. Si je mange en dehors de ça, c'est vraiment juste pour le plaisir. Ça va m'arriver. Des fois, j'ai du porc séché que je fais ou encore de la peau de porc frite. Du fromage ici et là. Généralement, je vais essayer de respecter mes périodes de jeûne, de ne pas consommer entre... si je mange juste un repas le soir, ben, je vais me permettre une petite fenêtre après le repas de grignoter quelque chose si j'ai envie, si je sens que j'ai encore un peu faim. Si je mange 2 repas dans ma journée, ben, la fenêtre va être plutôt entre les 2 repas, puis je vais éviter de manger en dehors de ça. Donc l'idée, c'est de faire du jeûne intermittent, c'est aussi de refléter un peu la façon de manger de nos ancêtres. Quoique ça devait être hautement variable, là, ça ne devait pas être un horaire aussi précis que nous, mais il y avait certainement des périodes de jeûne et des périodes de festivité où est-ce qu'ils devaient manger autant qu'ils étaient capables. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de refléter et que j'aimerais expérimenter encore davantage dans l'avenir. Ok. Bon, on a vu beaucoup de choses. On a vu le pourquoi le carnivore, quelles sont les explications, qu'est-ce qui t'y a amené. On a vu le comment. On a parlé aussi de l'éthique, de comment ça se met en place. Tu as abordé un peu comment ça se passe avec ta famille. C'est un autre sujet qui mériterait un autre podcast.
Ouais. J'aimerais terminer par une question, qui, moi, me fait réfléchir en tout cas, de dire si on se rend compte et il y a une communauté grandissante, hein, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ce genre de régime et ses variantes, hein. Sans être carnivore, il y a de plus en plus de gens qui sont cétogènes, enfin voilà, de plus en plus de gens qui redonnent à la viande et au gras la place qui leur sont apparemment propres. Et malgré tout, on continue de recevoir des, recommandations de santé, générales qui vont à l'inverse de ça. Hem, Sans aller chercher, des explications profondes, comment tu l'expliques? Comment t'expliques que si on commence à connaître en cherchant un petit peu le fait que notre alimentation de santé, c'est plutôt celle-ci, pourquoi on nous recommande l'exact opposé aujourd'hui? Et ce, de manière généralisée, puisqu'au Canada, c'est ça, aux États-Unis, c'est ça, en France, c'est ça, en Asie, c'est certainement ça aussi. Quelles sont pour toi les raisons? Ben, c'est malheureux, mais les deux principales raisons, c'est la religion et l'avarice humaine. La religion, parce que ça, faut remonter à l'histoire de Monsieur Kellogg dans les années 1800, qui a été élevé sous les Seven Days Adventistes, qui a inventé les cornflakes justement à cause de ses croyances religieuses. Et puis, c'est devenu une grosse compagnie puissante avec beaucoup d'argent et qui ensuite a influencé les sphères de la nutrition pendant les décennies à venir et qui continue à influencer les sphères de l'industrie. Euh, Puis l'avarice humaine, parce que justement, en voyant qu'on pouvait influencer les sphères de l'alimentation, ben, les plus grandes compagnies d'alimentation au monde vendent du sucre, vendent des céréales. Oui, il y a des grosses compagnies qui vendent de la viande, mais c'est généralement plus national que multinational. Et puis, donc, il y a eu des études qui ont été démontrées, qui sont frauduleuses, qui ont été faites dans les années 50 avec le Coden-Salkis, par exemple. Et puis, de base, dès le moment qu'on voit que grâce à des études biaisées ou pas biaisées, on peut réussir à vendre plus, à faire du profit, eh bien, les entreprises se sont mis à investir massivement là-dedans. Coca-Cola, c'est une des entreprises au monde qui investit le plus dans la science de l'alimentation. Il y a deux volets à ça. Un volet, c'est fabriquer les produits les plus intenses en saveur possible qui font exploser nos papilles gustatives puis faire en sorte de nous rendre accros et de nous garder comme clients, peu importe les répercussions. Donc, ça, c'est une sphère de l'alimentation. Il y a le livre L'effet Doritos qui en parle pas mal. C'était très intéressant d'ailleurs. Puis l'autre sphère, c'est de détourner l'attention des mauvais aliments. Si on fait des recherches sur les fibres, c'est pas pour montrer que les fibres sont réellement bonnes pour la santé. On fait des recherches sur les fibres dans un contexte précis qu'on sait que ça va donner des bons résultats sur les fibres parce qu'on a pour objectif de vendre des fibres. Euh, les compagnies de céréales, ils prennent le blé, ils enlèvent la cosse sur le blé, qui est la membrane de protection de la céréale. Ils font, ça devient un déchet. Ils se retrouvent avec ce déchet-là, ils ne savent pas en quoi en faire. Ben, s'ils réussissent à prouver que les fibres, c'est bon pour la santé, ils peuvent prendre la cosse du blé, le son de blé, et transformer ça en supplément de fibres. Un déchet devient un désirable, devient quelque chose de bon pour la santé, un produit de luxe qu'on peut vendre tel quel comme supplément ou comme base alimentaire ou qu'on rajoute ici et là dans l'alimentation. Ça va vraiment très loin. Donc, quand il y a des études qui montrent des bienfaits sur telle ou telle chose, ou encore qui vont montrer que la viande est cancérigène ou quoi que ce soit, il faut vraiment questionner ça, regarder
qui a investi dans l'étude, par qui ça a été fait, c'est quoi la méthodologie, sur quelle base ils s'y prennent. Parce qu'il faut rappeler que l'humain mange de la viande depuis au moins 3 millions d'années. C'est mieux d'avoir des preuves très, très, très solides pour venir accuser la viande et le gras comme étant quelque chose de cancérigène et de pas bon pour la santé. Et ça, c'est pas vrai que ça a été fait. Ça n'a jamais été fait. Il n'y a aucune étude qui démontre clairement que la viande, c'est mauvais pour la santé. Ce qu'on a surtout, c'est des études à très grande échelle qui sont épidémiologiques. Donc, ça, c'est des études qui se basent sur des questionnaires qu'on distribue à des gens. On leur demande qu'est-ce que vous avez mangé durant la dernière année, 2 dernières années, 4 dernières années. Et on se base là-dessus pour faire des liens entre ça et la santé. On va faire du regroupement. On va demander qu'est-ce que tu as mangé durant la dernière année. OK, pizza, hamburger, spaghetti, bolognaise, tout ça, ça rentre dans la catégorie viande rouge. Puis là, et là, on, on voit que les gens qui mangent de la viande rouge ont plus de cancer que d'autres. Puis là, on dit, voilà, la viande rouge cause le cancer. Non, c'est parce que ça fait depuis les années 70 qu'on se fait dire qu'il faut éviter le gras saturé. Les gens qui prennent ça au sérieux, qui font attention à leur santé, qui vont consommer moins de gras saturés, ben fort probablement qu'ils vont également moins fumer, faire plus d'activité physique, boire moins d'alcool, etc., etc. Il y a plein de facteurs confondants, mais les études étant grandement financées par les entreprises d'alimentation, ils les font en fonction de prouver leur point. Ils vont se fermer les yeux sur des facteurs confondants. Ils vont se fermer les yeux sur toutes sortes de choses. Il y a d'ailleurs une étude qui a été faite. C'était une étude, puis là, il faut que je prenne le temps de la relire parce que je vais faire une vidéo sur le sujet. Il y a une étude qui a été faite de 68 à 73, je crois, avec Ansel Keys, qui est notre cher qui a fait une étude frauduleuse sur les gras saturés. Il a fait une autre étude sur les gras saturés, et c'était des gens qui étaient dans un institut psychiatrique. Peut-être pas juste des instituts psychiatriques, il faudrait que je vérifie, mais il y avait le contrôle sur leur alimentation. Donc, ils sont intervenus sur leur alimentation. Ils ont pris une base, un groupe de contrôle qui ont laissé tel quel, et un autre groupe de contrôle qui ont changé les gras saturés par des gras polyinsaturés, des huiles végétales. Et puis là, ils les ont suivis pendant des années, et ils se sont rendus compte que les gens qui consommaient les huiles végétales mouraient de plein de causes possibles. Il y avait plus de cas de décès de toutes les causes possibles. C'était assez généralisé. Et puis, ils n'ont pas publié cette étude-là parce que leur objectif, c'était de montrer que le gras saturé était mauvais, que le gras saturé amenait ces causes, ces problèmes-là sur la santé. Et là, ils ont prouvé exactement l'opposé. Et c'est une étude de qualité parce qu'on parle de 9000 participants là-dedans qui étaient forcés de suivre ce régime alimentaire-là. C'est même pas je pense pas qu'on pourrait faire ce genre d'études-là aujourd'hui parce que ça ferait scandale, ça serait pas éthique. Donc, c'est vraiment interventionnel, c'est pas des questionnaires, c'est vraiment on change l'alimentation des gens et on a prouvé que le gras saturé, c'était pas quelque chose à s'inquiéter, que c'était plutôt les polyinsaturés. Et ça a été publié en 2016 parce qu'il y a des gens qui ont retrouvé les données de cette étude-là, qui les ont réanalysées et qui l'ont publié finalement. Mais en 73, ça n'a pas été publié, justement, parce que c'était à contre-courant du message, parce que c'est ça, on voulait mettre le blâme sur les gras saturés, sur les produits animaliers. Et ça, c'en est une très, très belle démonstration de où est-ce qu'on en est avec les études. Les études, ça vise dans toutes sortes de sens. Puis, concernant
que la viande et les charcuteries, la viande transformée, que ça cause le cancer. Il existe aussi une étude qui est une méta-analyse qui fait l'analyse de beaucoup d'études. De mémoire, il y en a 25 études qui ont été retenues. Ils font l'analyse de toutes ces études-là. Ils valident la qualité de la preuve de chacune de ces études-là. Ils font une espèce de consensus à plusieurs personnes. Et cette méta-analyse-là a recommandé de ne pas diminuer la consommation de viande, ni de viande transformée, donc des charcuteries, parce que la preuve concernant que ça cause le cancer, elle n'est pas assez bonne. Les preuves de la viande rouge ou la viande transformée cause le cancer, c'est simplement des faibles associations qu'on retrouve généralement avec des études faites avec des questionnaires. C'est des études qui sont faites avec l'objectif de démontrer un point et qui démontrent seulement des faibles associations. Ce n'est pas des preuves, ça ne prouve rien. Les preuves, ce n'est pas de la qualité. Donc, la méta-analyse a fait le ménage là-dedans et ça le montre assez bien. Donc, malheureusement, c'est souvent ça, la religion, l'avarice humaine, Ouais. c'est ce qui a mené à notre contexte actuel qui est très, très drôle et ça continue dans ce sens-là. C'est très long, très, très long de changer les Oui, croyances. c'est un paquebot qu'il est fastidieux et long à manœuvrer, c'est sûr. Euh, Mes réflexions m'ont amené à ce constat de dire, au final, c'est la pyramide alimentaire plus qu'une recommandation de santé et en réalité un business plan. Mm. C'est-à-dire, les deux choses d'un business plan, quand tu regardes, il y en a plusieurs. Il y a combien tu vas en vendre et à quel prix. À quel prix, ça veut dire combien tu vas le vendre, mais combien ça te coûte. Ta marge. Marge, et tu multiplies par le nombre de produits vendus. Faire des recommandations, donc dans ce cas-là, on fait les produits qui nous coûteront le moins cher possible et qu'on pourra revendre le plus cher possible. Sur Ouais. lequel on a une gestion de plein de choses, traçabilité, péremption, propriété texturante, beaucoup plus simplifiée. C'est beaucoup plus facile de gérer des silos à grains que du bœuf, voilà, la chaîne du froid, etc. Ça n'existe pas pour les céréales. Donc, on a un produit qu'on peut produire en grande quantité pas cher, qu'on peut valoriser par la transformation et revendre très cher, euh, qui va potentiellement rendre les gens addicts si jamais on sait comment utiliser d'autres molécules ajoutées, et il faut que tout le monde en mange. Mm. Et pour moi, je me suis dit, c'est de là que ça vient, c'est-à-dire un produit que tout le monde va pouvoir manger parce que c'est sain, parce que c'est recommandé, et nous, derrière, on a la main sur euh, une gestion qui favorise le bénéfice, en fait. Parce que tu peux pas ajouter de sucre dans une viande. Ils piquent avec de la saumure et du sel pour gonfler les quantités, mais au final, ça, quand tu la mets dans la poêle, ta viande, elle rétrécit de moitié et que tu as plein de flotte dans ta poêle, c'est peu probable que tu ailles la racheter. Donc, tu fais pas un client fidèle, en fait. Alors Ouais. que si tu mets un bon ratio de graisses transformées végétales, de sucre, de sel, de glutamate, de beaucoup de choses dans un biscuit, tu vas faire un client, non pas fidèle, mais captif. Et moi, c'était ma réflexion de dire, je pense que les pyramides alimentaires actuelles sont principalement des business plans plus que des recommandations bienveillantes envers les populations. Ouais, je connais pas exactement l'histoire, mais je sais que la pyramide alimentaire américaine, la première, justement, elle a été fabriquée en fonction de ça. Il y avait un surplus de stock de céréales qu'il fallait écouler. Donc, ils se sont arrangés avec le guide alimentaire d'écouler des céréales. Donc, c'est fait en collaboration avec des entreprises. Et malheureusement, ces organismes-là gouvernementaux sont souvent largement financés par les entreprises, les lobbyistes qui ont leur mot à dire. Donc, j'ai pas espoir que le Canada fasse un nouveau guide alimentaire canadien qui soit mieux, vraiment pas. S'il y a de quoi, la dernière version qu'ils ont fait il y a quelques années, elle est pire que la précédente parce que on mentionne même plus viande et substituts comme un groupe alimentaire. Là. Viande a baissé dans la priorité. C'est devenu juste protéines.
Donc, la viande est encore là, mais cachée dans protéines. On nomme plus juste viande. Donc, pour moi, c'est un pas de recul. Et puis, même chose au niveau des céréales. C'est plus juste céréales, je me souviens plus du nom, mais ça implique des céréales à grains entiers. Donc, on met l'accent sur les grains entiers qui, pour moi, c'est vraiment discutable que les grains entiers, ce soit mieux que des grains Blanc. non entiers. Oui, parce que Oui. la cosse, c'est comme si on mangeait Protection. oui, la protection, c'est comme si on mangeait des bananes avec sa pleure. C'est comme si on mange des oranges avec sa pleure. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Moi, j'ai mangé du pain brun pendant 15 ans et c'est peut-être ce qui a expliqué éventuellement mon syndrome du côlon irritable. Ça m'a irrité pas mal le système. Bon, je peux pas le garantir, j'ai aucune preuve là-dessus, mais ça reste que les fibres, il y a des études qui montrent justement que les fibres sont irritantes sur les intestins. En plus que la cosse contient toutes sortes de toxines, c'est vraiment la barrière insecticide naturelle de la plante. Donc, non, j'ai pas espoir que le Canada sorte un guide alimentaire prochainement qui soit mieux. Et honnêtement, je sais pas si je le souhaite parce que je pense pas que je fais pas confiance au gouvernement pour prendre ce genre de décision-là. C'est une des choses, d'ailleurs, on parle beaucoup au Québec dernièrement d'offrir le dîner, donc le déjeuner pour vous, à l'heure du midi aux enfants à l'école, que ce soit gratuit pour s'assurer que ce soit égal pour tout le monde, puis d'éviter que des enfants ne mangent pas par pauvreté. C'est un beau principe, c'est une belle idée, mais moi, je suis contre ça parce que ça enlève la liberté aux parents de décider ce que tu mets dans l'assiette de ton C'est des enfant. enfants. Donc, je fais pas confiance au gouvernement pour faire des choix nutritifs pour mes enfants. D'ailleurs, mes enfants sont sur un régime cétogène. Euh, déjà là, c'est sûr qu'ils ne pourraient pas accommoder mes enfants en conséquence de ça. Oui, oui, c'est intéressant parce que c'était toujours cette grande question entre la sécurité et la liberté, quoi. Un pas vers la sécurité nous éloigne de la liberté. Effectivement, ça peut être bénéficié. Enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent en bénéficier et ça va leur être salutaire parce qu'ils auront à manger et qu'ils sont trop pauvres. Mais ça risque aussi de mettre beaucoup de gens qui avaient la liberté de choisir l'alimentation de leur enfant dans cette sécurité de dire bah j'ai pas à payer, ils mangent gratuitement. Et peut-être que les choix qui seront faits seront beaucoup moins dans le sens de la santé de leur chère petite tête blonde, comme on dit en France. Mm-hmm. Voilà, on dit, bah écoute, 1 heure et demie, je pense que c'est déjà un assez long podcast. On a abordé beaucoup de choses. Vraiment, je suis très heureux de t'avoir reçu dans l'émission. Je Très suis très heureux. heureux d'avoir été invité également. Ce fut un plaisir. Ça me passionne tellement de parler de ça que je m'ennuie pas à dire et redire tout ce qui se passe au niveau de Carnivore. Donc, ça fait vraiment un plaisir. Merci de m'avoir invité, Melvin. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ce qui ressort, c'est ta passion et ton calme, vraiment. Donc, puis il faut se serrer les coudes en tant que francophone qui œuvre. Bon, on est francophone, donc on peut le dire. Ouais. Parce qu'en France, on a très très peu de porte-étendard du régime carnivore. C'est plus américain et anglo-saxon de manière générale. Euh, un peu plus au Canada parce que vous êtes plus proche des États-Unis, donc je pense qu'il y a des ponts culturels qui se font plus facilement. Mais en France, Au niveau francophone, je dirais moins là, des Québécois carnivores, j'en connais très, très peu. J'en connais parce que je fréquente des groupes de gens carnivores, mais au niveau d'avoir un voisin, un ami ou un membre de la famille carnivore, il y en a très peu. Je me fais regarder de travers aussi. Peut-être pas autant que toi pendant le chemin de Compostelle, mais oui. mais c'était une bonne. Tu sais quoi? Ça, vu que ça remet en question tes convictions, la remise en question, soit ça détruit, soit ça renforce. Et moi, je dois dire que ce voyage a renforcé beaucoup de mes convictions sur l'alimentation.
Voilà, Andy, je terminerai là-dessus. Dernière petite chose, est-ce que tu peux nous, pour la chaîne, puisque l'idée c'est de demander des demandes de podcast à des gens qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore aujourd'hui parfois, ou des gens que je découvre, et leur demander leurs inspirations à eux, s'ils ont une recommandation. Je laisse un petit peu le podcast couler comme ça, d'inspiration en inspiration. Est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander? Ben c'est sûr que je recommande. Il y a beaucoup de médecins carnivores sur YouTube qu'on retrouve qui sont tous très intéressants. Puis il y a tellement de contenu déjà en anglais, malheureusement, mais qui est vraiment intéressant. Donc, je parle de Dr. Ken Berry, Dr. Anthony Chaffee, il y a Dr. Robert Kiltz, Dr. Sean Baker aussi. Ken Berry, c'est vraiment bon au niveau d'avoir les bases quand on se questionne sur un sujet. Il y a des vidéos sur toutes sortes de sujets. Anthony Chaffee, il a fait quand même beaucoup d'entrevues avec des gens très calés dans des domaines assez pointus. C'est vraiment intéressant. Sean Baker, lui, c'est peut-être un peu plus axé sur le divertissement, mais il y a aussi du contenu scientifique et tout. C'est vraiment intéressant. Dr. Robert Kiltz, je l'ai surtout écouté en entrevue, moins sa chaîne directement, mais c'est intéressant aussi. C'est un expert en fertilité. Je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai vu il y a un certain temps, il y a quelques mois, à ma bibliothèque, un livre qui parlait de retrouver sa fertilité grâce au végétalisme. Puis, si ça marche, c'est peut-être parce qu'on enlève de l'alimentation ultra transformée, mais je pense que la fertilité ne passe pas par le végétalisme. Sinon, comment qu'on aurait fait depuis 3 millions d'années pour procréer jusqu'à ici, ça n'a aucun sens. Donc, Robert Kiltz, qui va vraiment à contresens là-dessus au niveau de la fertilité, qui a lui-même une clinique de fertilité. Donc, c'est vraiment des gens très, très intéressants à écouter. Ah oui, il y a Dr. Paul Mason aussi. Je ne sais pas s'il est carnivore lui-même, mais du moins, il doit l'être très proche d'être carnivore. Il fait pas mal de contenu aussi, des présentations où est-ce qu'il parle de science. Vraiment intéressant également. Mais c'est ça, c'est pas mal tous en anglais. Il y en a quelques podcasts qui sortent en français ici et là. Je suis allé voir justement Raph, je ne me souviens pas de le nom de sa chaîne exactement, mais je vais passer en entrevue prochainement là également. Mais c'est ça, c'est un peu pour ça aussi que je me suis lancé à faire un YouTube francophone santé carnivore pour justement pallier à ce manque-là francophone, d'avoir des explications. C'est pas tout le monde qui comprend bien l'anglais. Puis même si on comprend bien l'anglais, c'est agréable d'avoir une voix dans sa langue maternelle de temps en temps. C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup Andy. Et puis allez voir la chaîne de Andy aussi. Il y a beaucoup de contenu qui a été digéré, puis retraduit et parfois même vulgarisé en français. Donc c'est très agréable, effectivement, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Eh bien, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée, selon le moment où vous avez écouté le podcast. Et on espère que ça vous a plu. Merci. Santé carnivore! Merci à toutes et à tous d'avoir poursuivi votre écoute jusqu'ici. J'espère que les sujets d'aujourd'hui vous ont touché et ont inspiré des questions et réflexions. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez aider la connaissance à faire son chemin en partageant sur les réseaux bien sûr, mais aussi simplement en parlant autour de vous. C'était Melvin sur Connaissance Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée.